Ouais. Ok, bonjour à tous, donc c'est Romain. Donc aujourd'hui c'est Romain qui présente. Bonjour à tous, donc bienvenue dans ces matinales impacteuses. On les appelle cash ready parce que c'est vraiment notre méthodologie de vous aider à avoir des projets cash ready. Cash ready, ça veut dire un projet qui va chercher son marché. Moi je suis fondatrice de profil ingénieur HEC, serial entrepreneur depuis 20 ans. J'ai beaucoup d'expérience entrepreneuriale. J'ai créé, j'ai vendu, j'ai investi, j'ai gagné, j'ai perdu, j'ai tout fait. Et je m'intéresse beaucoup aussi à la pédagogie. Donc, ça fait aussi une dizaine d'années que j'écris des bouquins et je formalise toutes mes pratiques, notamment le dernier ouvrage Entrepreneur engagé. Et dans ce cadre-là aussi, j'enseigne pas mal sur le plateau de Saclay, parce que je suis advisor Deep Tech, notamment à l'ENSTA, Télécom Paris, et je suis très impliquée sur la communauté des alumni des grandes écoles. Romain, je te passe la bâton de parole. Bonjour à tous, donc Romain Lavielle, ingénieur HEC aussi. Avant Impactus, j'ai monté 3 entreprises, donc Repeat Entrepreneur, et j'ai un parcours 360 dans la tech. J'ai mentoré énormément de boîtes, monté des programmes d'incubation ou d'accélération, et je suis passé aussi côté investisseur avec énormément d'opportunités d'investissement analysées, un support opérationnel et un portefeuille. Et je mentor aussi des boîtes internationales à atterrir en France et en Europe pour la conquête de nouveaux marchés. Et enfin, aussi une activité pédago sur l'entrepreneuriat. Justement, en ce moment, je dirige un programme pour des étudiants et apprendre à monter une start-up. Voilà, je pense on peut commencer vraiment. On va présenter Impactos rapidement. Je vais présenter rapidement Impactos avant d'attaquer le sujet. Donc, chez Impactus, ce qu'on fait, c'est rendre les entrepreneurs cash focus, c'est-à-dire qu'ils soient capables, ils se sentent capables, ils aient le bon état d'esprit pour parler cash et se concentrer sur rechercher des clients et ou des fonds, et que les projets soient cash ready, c'est-à-dire que leur offre soit achetable par un client ou que le projet soit finançable par un investisseur. Et donc, très souvent, on revient aux fondations des projets pour que cette fameuse offre soit achetable et que le projet soit finançable. On accompagne surtout des deep tech, on accompagne des entrepreneurs, eux aussi, et des sociétés à impact. Et on a pas mal de boîtes santé ou biotech dans les boîtes qu'on accompagne. Comment on fait ça? En fait, on fait ça avec une méthodologie sur laquelle on a itéré avec Alexia autour donc du coup de notre expérience et aussi surtout du focus. On force les entrepreneurs à se concentrer sur un seul objectif pendant 3 à 6 mois et on va mesurer un seul KPI, un seul indicateur du coup. Notre programme est 100% distanciel et puis il est en autonomie totale, il n'y a pas d'engagement. Euh, L'idée, c'est vraiment voilà, de se focus jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Pour ça, on se repose sur 5 piliers autour de l'objectif. Donc, on organise des événements communautaires comme le Grand Prix Impactus qu'on remet 2 fois par an, comme par exemple la session d'aujourd'hui, comme une session le vendredi pour nos entrepreneurs qui est une session de Q&A sur leur projet. Ensuite, des Sherpas, donc c'est des mentors, mentorent les boîtes autour de leur objectif et de leurs priorités du moment régulièrement, en one-to-one ou en one-to-few. On a une offre de coaching mutualisé où c'est du coaching devant des pairs qui forment un groupe. Donc, chaque entrepreneur chez Impactus rejoint un groupe de pairs au nombre de 4. Et alternativement, ils vont faire du co-développement ou de l'intelligence collective. Et alternativement, donc du coup, il y aura un Sherpa qui viendra mentorer les uns devant les autres. Donc ça oblige les entrepreneurs à se focus sur leur objectif, puisque quelque part, ils s'engagent devant leur pairs à faire des actions
à passer à l'action vers leur objectif. Tout ça, c'est supporté par du coup de la tech, donc une feuille de route IA qui est hebdomadaire et qui donne tous les lundis une action à faire dans la semaine, et tous les vendredis demande bah, comment ça s'est passé. Et ça permet de se focus sur la priorité du moment pour atteindre l'objectif. Et enfin, plus d'une centaine de contenus, vidéos, présentations, diagnostics, Canva, qui permettent d'accélérer et de structurer un petit peu la pensée de l'entrepreneur. Les résultats, donc en fait, on a des entrepreneurs, ils arrivent avec leurs problématiques, leurs objectifs, et donc pour certains, c'est définir leur proposition de valeur. Pour certains, c'est euh, définir leur stratégie de go-to-market et l'aligner avec la vision de l'entreprise. Pour beaucoup et pour quasiment tous, notre objectif, c'est de leur faire prendre des rendez-vous avec leur marché. Et du coup, dans l'objectif, évidemment, de vendre et d'être cash ready. Et nos entrepreneurs restent en moyenne 8 mois dans le programme. On a deux offres. Donc, une offre qui est en atelier collectif dont j'ai parlé. Déjà, qui a deux vitesses, une vitesse de 1 heure de coaching collectif par mois ou 2 heures de coaching collectif par mois. Voilà. Et une offre, donc, où on est en formule Sherpa, où c'est du coaching individuel 1 heure par mois, où le groupe de pairs est optionnel. Voilà. Et puis, nous avons aussi des packs, on va dire clés en main, qui vont accompagner les entrepreneurs sur des sujets spécifiques et on va rentrer un petit peu plus en profondeur. Voilà, on est du coup référencé BPI, on travaille avec pas mal d'acteurs de l'écosystème, que ce soit des labos, des écoles, des incubateurs, accélérateurs. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions sur Impactos avant de commencer? N'hésitez pas alors à lever la main, j'essaie de changer d'onglet. Non, c'est clair pour vous? Donc, comme je disais en préambule à ceux qui étaient déjà là, il y a 2 mois, je crois, on a évoqué sur la partie levée de fonds, donc qui pour nous fait partie de rendre un projet cash ready, c'est rendre le projet investissable, entre guillemets. On avait vu comment écrire une equity story. Une equity story, c'est quelque part l'offre qu'on vend à des investisseurs. Et aujourd'hui, du coup, on va s'attaquer plutôt à comment mettre en action, une fois qu'on a l'equity story, comment mettre en action pour avoir des rendez-vous et lever des fonds. Donc, un tout petit rappel sur l'equity story, c'est quelle est votre offre. Donc, juste en une slide, en résumé, l'equity story elle répond à 5 questions simples qui sont: quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous allez transformer de majeur dans l'économie ou les usages? Quel est votre marché tête de pont? C'est vraiment le premier marché, la première niche sur laquelle vous allez commencer et à qui vous allez vendre. Quel est le risque principal aujourd'hui pour votre activité? Montrez que vous l'avez identifié. Et comment ce tour de table, cette levée de fonds, ce tour de levée, ce site, cette série A, va faire disparaître ce risque. Donc là, c'est concrètement avec votre argent, chers investisseurs, voilà ce que je vais faire qui va faire disparaître le risque. Et donc, naturellement, comment le tour suivant devient évident. Donc, votre cible avec cette offre, ce sont des investisseurs. Et il faut, en se mettant un petit peu dans les baskets d'un investisseur, on va comprendre le message qu'il faut lui adresser et comment s'adresser à lui. Donc, un investisseur, son job, c'est pas de trouver une startup prometteuse, c'est pas de financer une techno cool, c'est pas nécessairement de
de faire un chèque à une startup qui a un marché énorme, c'est surtout de financer une trajectoire crédible vers le tour suivant. Pourquoi? Bah, il met de l'argent dans votre boîte, il investit de l'argent pour qu'il se multiplie, pour que votre valo se multiplie. Donc, elle se multiplie que à chaque tour. La valorisation d'une boîte se fait que à chaque levée de fonds. Donc, c'est ça qu'il attend avant tout. Et donc, c'est ça que vous devez lui servir. Il finance la disparition d'un risque. C'est ce qu'on disait dans l'écoute historique. Donc, aujourd'hui, il y a un risque. On lève des fonds pour le lever et on fera le prochain tour quand on aura levé le risque. Est-ce que c'est clair pour vous? N'hésitez pas à lever la main, parler, parce que je suis dans 2 onglets différents, si vous avez des questions. Moi, j'ai une question. Oui. Le risque. Est-ce que tu Comment? pourrais nous donner des... On t'entend pas très bien, Sylvie. Pardon. Lever le risque sur un marché, ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux donner juste 2 ou 3 exemples, concrets, en termes de services, ou en termes de production d'objets, tech? Ouais, voilà. Bon, OK, Bah, d'accord. Merci, au revoir. Non, mais Merci Sylvie pour la transition. Je vous en prie, c'était merci, je ferai une facture. Le risque qu'on va devoir les risques qu'on va devoir dérisquer, ils dépendent du niveau de maturité. Donc sur le premier tour, c'est est-ce que la solution résout le problème? Sur le deuxième tour, est-ce que ma solution est achetable, et achetée surtout par le marché? Le quatrième risque, c'est, enfin, en série A, ça va être est-ce que je suis prêt pour la croissance? Est-ce que mon moteur de croissance, je dépense 1 euro, je le transforme en 4, fonctionne? Est-ce qu'il est stable, testé, etc. Et donc, en série B, c'est plus passage à l'échelle, conquête de nouveaux marchés géographiques ou de marchés adjacents sur d'autres typologies de clients. Voilà, Sylvie, j'espère que j'ai répondu à ta question. Merci. Donc voilà pour ce qui est du job de l'investisseur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je vois toujours pas les mains levées, donc prenez vraiment la parole. J'ai pas des slides prêts pour répondre à toutes les questions, hein. Je vous préviens. OK. Ouais. Ouais, pardon, j'ai une question. Est-ce que ces risques concernent des domaines qui sont également hors tech, hors deep tech? C'est-à-dire, enfin, Est-ce que les risques qu'on doit considérer, enfin qu'on doit dérisquer, concernent tout type de projet, ou est-ce que c'est très, très spécifique aux entreprises deep tech? non, alors là, c'est plutôt assez générique. Un investisseur cherche à ce que vous montriez comment vous allez dérisquer votre projet pour augmenter sa valo. C'est-à-dire, plus il y a de risques, plus la valo est basse, moins il y a de risques, plus la valo est haute. Enfin, en tout cas, plus votre valo, ça peut s'apparenter à des parts de chiffre d'affaires sur un marché, avec beaucoup de certitude. Donc, effectivement, les risques, dans ces risques, c'est les risques principaux, hein, que j'ai mis dans cette slide. En précide, il y a bien évidemment l'équipe qui va être un doute, parce que c'est la première levée de fonds, donc c'est la jeunesse du projet. Donc en fait, mais on se rend compte finalement que l'investisseur, il va voir que l'équipe est capable de dérisquer ce premier risque
qui est l'adéquation problème-solution, et que donc l'équipe est bien câblée. Donc quelque part, c'est des risques qui sont qui marchent pour toutes les boîtes, ceux-là. Ok. En deep tech, il y a le risque tech en plus avec tout ce qui est les marquages, potentiellement les essais cliniques que j'ai pas mis là parce que c'est très bio pour le coup. Mais oui, ça c'est plutôt des risques qui sont pour toutes les boîtes. Merci. Oui, je me demande si sa question n'était pas ce que moi aussi j'avais envie de demander, c'est est-ce que ça peut être du service, par exemple, hein? Est-ce que tu peux proposer une offre de service qui est très innovante, hein, et est-ce que c'est ça qui résout un problème, même si c'est pas un produit deep tech ou tech tout court, quoi? Je sais pas si c'était ça la question de la personne, mais moi j'avais cette question-là en fait au départ. C'est pour ça que je t'avais demandé quel type de risque en fait. Bah, dans le cadre d'un service, j'ai marqué problème, Oui, mais quelque part ça peut être aussi une opportunité à la place d'un problème. Donc est-ce que la solution développe l'opportunité chez mes clients? ouais, non, OK, oui, non, ça peut être du service, ouais. Mmh. Donc les questions qui vont se poser les investisseurs quand vous leur présentez votre dossier, alors soit par mail, soit en présentiel, hein, c'est est-ce que le tour suivant sera possible? Est-ce que l'équipe est capable d'aller jusqu'au tour suivant? Donc, est-ce qu'ils sont capables de montrer que la solution résout le problème? Est-ce qu'ils sont capables de montrer que le marché va acheter leur solution? Est-ce qu'ils sont capables de passer en mode croissance? Est-ce que l'équipe s'est priorisée? Alors, prioriser, ça veut dire faire des choix, des arbitrages. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent bah, je vais euh, attaquer mon problème concerne tous les industriels, bah, je vais vendre à tous les industriels. Énorme red flag, énorme alerte chez un investisseur. L'équipe ne sait pas faire de choix, ne sait pas prioriser le marché, son premier marché. Est-ce que le marché est accessible? Vendre, je sais pas moi, uniquement à la NSA ou à la NASA ou à l'Élysée, j'en sais rien. Ça fait des marchés qui sont quand même très complexes à adresser et du coup, c'est assez peu crédible, sauf bien entendu si l'équipe a des atouts incroyables dans son jeu, quoi. Voilà. Alors du coup, une fois que on sait un peu comment pensent des investisseurs, donc là c'est une version courte, hein, on peut en parler des heures. Ensuite, il faut s'adresser à eux. Donc, il faut, comme pour vendre un produit, hein, on vend notre offre qui est l'equity story à des investisseurs. Donc, on définit le type d'investisseur qui peut être intéressé. Donc, c'est business angel, VC, corporate ou investisseur impact, bref. On fait son travail, on va analyser leur thèse d'investissement. Est-ce qu'ils investissent dans la deep tech? Est-ce qu'ils investissent dans le service? Est-ce qu'ils investissent dans le produit? Est-ce qu'ils font du hardware? Est-ce que c'est du médical? Quel tour de table, quelle maturité de tour de table ils ont l'habitude de financer? Est-ce qu'ils vont mener un tour ou est-ce qu'ils vont suivre un tour? Quelle taille de ticket, de chèque ils font habituellement? Et tout ça, on le prépare. Et on peut le préparer soit parce que tout ça c'est marqué sur leur site ou parce que c'est publié sur les réseaux sociaux, soit parce qu'ils ont un portefeuille. Et le portefeuille, on dit énormément sur un investisseur. Sur leur site, vous voyez dans quel type de boîte ils investissent, quel niveau de maturité ils ont investi. Là, en règle générale, ils disent même la taille du chèque qu'ils ont fait. Et ce portefeuille a un autre usage aussi, ça permet de
d'identifier potentiellement d'autres entreprises, alors concurrentes, bon, du même domaine, ou des boîtes où on connaît un fondateur. Et on peut demander comment se comporte l'investisseur, avoir des informations sur comment se passe le premier meeting, comment se passe la due diligence éventuelle, etc. Donc tout ça, on le met dans son CRM. Et on fait son travail, on filtre. Et on essaie d'éviter les mismatchs quand on cible. Donc, quand on est une deep tech, on va éviter de contacter des fonds SaaS. On va éviter de contacter un fonds corporate trop tôt ou un fonds de grosse quand on est très early stage. Donc, on crée un CRM investisseur. Alors, on peut utiliser son CRM habituel et faire une catégorie investisseur. On fait son boulot de regarder sur les sites web, sur tout ce qu'ils disent sur leur thèse d'investissement, sur leur portefeuille. On va regarder sur les réseaux sociaux, trouver des contacts. On va regarder sur les plateformes de données investisseurs. On participe éventuellement à des événements, parce qu'ils font pas mal d'événements où ils font des tables rondes, ils parlent, ils évoquent leur thèse d'investissement, comment ils travaillent. On entre en contact avec les speakers ou avec éventuellement les gens qui sont dans la salle. Tout ça, c'est collecter les informations sur les investisseurs qu'on cible de manière à avoir la connaissance la plus fine avant de s'adresser à eux. Et enfin, alors on peut faire lobbyiser, j'ai mis, je ne sais même pas si c'est français, mais préparatoire de longue haleine, ça, c'est plus quand on a une technologie, on va dire, révolutionnaire ou une offre de service révolutionnaire, qui va casser les codes, il va falloir créer un faisceau de croyances autour de cette façon de faire du business. Et on peut commencer à en parler, un peu à droite, un peu à gauche, faire en sorte que des investisseurs s'intéressent au sujet. Et enfin, on prépare des intros réseau. Alors, préparer des intros de réseau, ça veut dire mapper le réseau. Ça veut dire, OK, un tel, je le connais pas, j'aimerais bien que quelqu'un me mette en relation avec lui. Alors, qui est en relation avec lui? Ah bah tiens, je vais aller voir son portefeuille. Un tel entrepreneur, je le connais ou je le connais indirectement. Je vais lui demander, je vais lui demander si, au moment opportun, il pourra me faire une intro réseau. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? OK, donc ça, c'est la base de données de comment on va les contacter. Je voulais juste ton truc lobbyisé, là, c'est très bien. Moi, je contacte des gens dont je trouve que l'activité est, co est connexe à la mienne, ou en tout cas à celle que je veux lancer, et étonnamment, ils me répondent. Voilà. C'est juste pour dire que ça fonctionne. Et bon, il faut avoir quand même un message un peu impactant, quoi. Il faut enfin Oui. Mais Sylvie, tu lis dans mes pensées. oh! Donc, une fois qu'on a travaillé sa base de données de contact, bien identifié ce qu'on va contacter, il faut aussi travailler le message. Donc, chaque investisseur va avoir un canal préféré. On va demander la bonne intro au bon entrepreneur, par exemple, ou au bon contact en commun. Il faut évidemment personnaliser le message. La plupart des messages reçus par les investisseurs sont génériques, envoyés à l'appel, et du coup sont à peine lus. Et il faut que le contenu du message soit précis. Et je vais vous montrer un ou deux exemples très rapidement. J'ai une petite question. Ouais. J'ai une petite question concernant la nature des investisseurs à consulter, rencontrer. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort parce qu'on Oui, a du oui, mal à t'entendre? pardon. Merci. Je disais, c'est mieux comme ça? Oui. Je me demandais en fait s'il y avait une stratégie en termes d'approche d'investisseurs
à savoir de taille. Est-ce qu'il est plus judicieux de se dire qu'il faut commencer par rencontrer des personnes, entre guillemets, peu influentes, petites, je ne sais pas exactement quel terme employer pour les qualifier, pour monter, enfin, en gros, de ne pas se griller, quoi, pas mettre tout de suite Oui, toutes les cartes sur la ok. table. Ok, ouais, alors en fait, ça dépend comment tu as fait ce fameux boulot de lobbying. C'est-à-dire que si tu as rencontré des investisseurs assez tôt, bien avant que ce soit le moment de lever des fonds, et c'est on va dire des institutionnels, et que tu entretiens la relation et qu'ils te disent, OK, bah, tiens, maintenant, je te conseille de lancer ton tour et moi, je te ferai un chèque. Bon, très bien, tu as ton lead. Tu as créé ton faisceau de croyances avec un lead qui va t'aider, puisque du coup, il est crédible. Enfin, il est plus que crédible sur la place. Donc après, tu vas pouvoir aller chercher d'autres investisseurs qui sont, on va dire, plus petits pour compléter le tour, par exemple. Si, à l'inverse, tu n'as pas pu être en contact avec des leads, l'idée, c'est plutôt de commencer par des petits. C'est ça ton faisceau de croyances, en fait. C'est-à-dire, OK, il y a une dizaine de business angels qui investissent et qui donc croient dans ce business et dans ce tour de table. Donc maintenant, je peux aller voir quelqu'un de plus gros en disant, regarde, il y a quand même du monde qui y croit. D'accord. Ok. Merci. Donc je parlais du message personnalisé et précis. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. Du coup, donc ça, c'est des emails reçus d'entrepreneurs qui lèvent. Vous avez l'impression de la personnalisation, c'est une automation, ça se voit tout de suite. Moi, j'ai un mail comme ça, j'ai même pas la formule de politesse dans l'écran, et pourtant il y a pas mal de contenu là. C'est trop long, quoi. C'est pas assez précis. Le message, donc l'objet est à peu près OK. Bon, c'est un SaaS B2B. Bon, si je suis intéressé, pas intéressé, je le sais tout de suite. On présente la boîte, très bien. Les clients me parlent pas particulièrement. Enfin, je les connais pas. Je suis pas du triathlon, donc ou du trail, j'en fais pas. Bon, là, c'est assez précis pour le coup, ce paragraphe. Il donne la valorisation un peu trop tôt. Bon, et puis après, on verra, enfin, la suite du message, parce que je suis quand même allé voir pour l'exercice, la valorisation est décorrélée de leur chiffre d'affaires actuel, donc je pense que c'est un tour un peu bizarre. L'autre message ici, c'est le même genre, hein, et on voit bien que, enfin, il y a des ressemblances, hein. Levé, sup, machin. En fait, c'est quasiment le même template de message. On dirait que c'est une machine qui a envoyé les deux messages, c'est deux boîtes différentes, hein. Donc là, pour la personnalisation, on repasse. Voilà. Donc, je vais vous parler des erreurs fréquentes très rapidement. Le pitch est trop large, donc il doit être précis, le message. Voilà, là, c'est pas précis. Il me donne tout. Enfin, il fait pas de choix. J'ai des bullet points à l'infini, là. Le marché est mal ciblé. L'investisseur potentiellement est mal ciblé. Il n'y a pas de. Alors, ça, pour le coup, c'est pas de stratégie go-to-market claire. Bon, bah là, en l'occurrence, il parle de ses clients, donc c'est bien, mais je les connais pas. Enfin, bref, le message n'est pas assez structuré. Et, et puis, les objectifs de la levée sont flous. Voilà, afin de devenir la plateforme communautaire de référence sur ce marché. Super. Non, qu'est-ce que tu vas dérisquer? Et enfin, je voulais vous montrer un exemple. Il y a plein de ressources pour trouver des listes d'investisseurs, que ce soit des fonds, des angels. Il y a des bases de données en ligne. Là, j'ai pris un exemple qui vient d'Attica, c'est un leveur de fonds. Ils partagent pas mal de connaissances. Ils font des mappings, ils font des listes, ils font des bases de données. Vous n'avez plus qu'à aller chercher. Donc là, chez eux, j'ai pris la liste SIG, Deep Tech, MedTech, Biotech.
liste d'investisseurs institutionnels, nationaux ou régionaux. Et il y a la liste, il y a les sites web, après il n'y a plus qu'à trouver les contacts. Donc il y a énormément de ressources. C'est agréger de la donnée, la structurer, faire des choix et préparer ses messages. Et ensuite, demander des intros ou envoyer des messages en direct, mais bien mieux que cela. J'ai une question Ouais, concernant tout ce qui est famille, office. ouais. Est-ce que ça, c'est des personnes, enfin, c'est des acteurs qui sont aussi intéressants à consulter? Ouais. Alors, les family office sont très intéressants pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est des investisseurs, evergreen, dans le sens où, contrairement à un fonds d'investissement, il n'y a pas de durée de vie à leur investissement. Donc, sur des deep tech ou hardware, etc., sur des cycles de développement longs, c'est des investisseurs qui sont super intéressants parce qu'ils peuvent accompagner vraiment au long cours. Deuxièmement, ils sont un peu à cheval entre le corporate et l'investisseur. C'est-à-dire que la plupart du temps, un family office, c'est de l'argent qui vient d'un industriel. Et donc, ça dépend des family office et de s'ils ont encore, ils pilotent encore l'activité familiale, entre guillemets. Mais potentiellement, il y a des ponts pour trouver un client chez eux. Alors, par contre, les family office sont plus compliqués à attraper que les investisseurs institutionnels type VC ou même les investisseurs régionaux. C'est du temps long. C'est des investisseurs qu'on rencontre par intro. On va devoir montrer patte blanche, faire beaucoup de rendez-vous avant de demander s'ils veulent bien investir dans votre société. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine. Il y a un gros travail préparatoire à faire. Ok, merci. Mais c'est parmi les meilleurs investisseurs. Oui, selon les projets. Ouais. Ok. Oui, alors après, ils ont leur couleur aussi, hein, ils ont une thèse. Par exemple, si vous êtes dans le sport, allez voir très rapidement Jean-Michel Aulas. Si vous êtes dans, je sais pas moi, la beauté, allez voir la famille Clarins. Mais dans le retail, la famille Mullier. Enfin voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais arrêter le partage, comme ça je vais voir. J'ai une question, Romain, parce que comme tu as bossé pour des fonds et que tu as vu énormément je crois que tu avais analysé plus de 1000 dossiers, tu me disais, je crois. En moyenne, le temps que ça prend, je pense que pour tout le monde et ses idées en tête, le temps que ça prend est-ce que tu as des stades de taux de succès? Moi, je sais que j'ai fait 6 levées de fonds, la 7e, je l'ai raté. Donc, voilà. Est-ce que tu as des stats un peu, ou des ordres de grandeur? Alors, les ordres de grandeur, pour vous donner une idée, donc, moi, j'ai principalement bossé pour un petit family office ou gros business angel. On recevait entre 30 et 50 dossiers opportunités d'investissement par semaine. Le temps à lire un mail, 5 secondes. S'il y a un truc qui sort du lot dans le mail, les types de mails que je vous ai montrés, hein, je peux vous les remontrer. Alors, il y en a certains qui étaient un peu moins rédigés par des machines que ça. 5 secondes. Si je vois un truc en gras ou un truc qui ressort, qui me parle, je vais lire vraiment le mail. Ensuite, s'il y a un deck attaché, la moyenne, pour le coup, ça c'est DocSend, donc c'est le service de Dropbox qu'il avait partagé. Ils ont
un service qui permet de partager du coup des slides et de mesurer le temps que passent les gens sur chaque slide, etc. La moyenne de temps passé sur un deck par un investisseur, c'est 15 secondes à la première lecture. Il va dérouler les slides à une vitesse prodigieuse jusqu'à voir un truc qui l'intéresse ou pas. Et s'il y a un truc qui l'intéresse, il dit « Ok, je reviendrai plus tard ». Et là, il passera peut-être 2 minutes, 3 minutes. J'ai une petite question par rapport à ça, c'est absolument incroyable. En fait, par rapport à justement ce deck, en fait, quelle est la longueur de qu'est-ce qu'on présente en fait finalement? C'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on présente? Le mieux, c'est de ne pas envoyer de deck, vu comme il est traité. Le mieux, c'est de réussir à créer, pas du FOMO, parce que bon, en un mail, c'est compliqué, mais de vraiment leur donner envie de vous rencontrer. De ne pas rater cette opportunité. Et de présenter votre deck en séance, en visio ou en présentiel, mais peu importe, mais de le présenter soi-même. Donc, moi, je ne recommande pas de les mettre en pièce jointe. Enfin, Moi, je suis sur on échange en 30 minutes, quoi. Voilà. Donc, on se trouve 30 minutes et on échange en live, quoi. Je veux bien compléter de mon expérience, puisque j'ai fait 6 levées de fonds. Je pense qu'en moyenne, ça m'a pris à chaque fois quand même un mi-temps sur 9 mois. Hein. C'est à peu près ça le temps que ça m'a pris. Ouais. Je ne sais pas si tu avais une stat par rapport à ça. En France, les entrepreneurs les CEO passent 53% de leur temps, pas sur 9 mois, hein, de leur temps d'entrepreneur à lever des fonds. Oui. Ouais. Pour donner une idée, dans la Silicon Valley, c'est 25%. Bon, les fonds sont plus accessibles, etc. Ils font les chèques plus vite. Enfin, bref. Et peut-être pour répondre aussi à la question, pardon, j'ai pas vu le nom, sur comment faire. Moi, j'ai appris aussi que quand un dossier arrive sans être recommandé par personne, voilà, peut-être que là, on va y passer 10 secondes. Et donc, la stratégie, mais c'est comme en B2B, hein, c'est d'aller chercher des recommandations. Donc oui, c'est très dur, c'est long, mais n'empêche que c'est ça qui est efficace. Je vous contacte de la part de votre confrère, etc., etc. Et à l'inverse, ce que j'ai appris aussi, c'est que les juniors qui analysent les dossiers sont dans des WhatsApp de juniors et qui se partagent les infos. Et quand ils trouvent qu'il y a un dossier qui ne font pas, en fait, ils le partagent à leurs collègues et donc le dossier est mort avant même que vous le sachiez, quoi. Oui. Je sais pas si tu avais ça aussi, ce genre de... Oui. Alors oui, tous les stagiaires analystes se partagent les dossiers. Un truc qui marche, c'est d'aller à des événements, parler à des investisseurs, du coup à des partenaires de fonds à la fin de l'événement, leur poser des questions, leur parler de votre société. S'ils sont intéressés, ils vont vous dire « Ok, contacte-moi quand tu es prêt à lever ». Et là, il y a quelque chose à raconter. « Salut machin, la dernière fois, je t'avais vu à l'événement bidule. Depuis, on a pas mal avancé. On en est là. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer ?» Là, en fait, vous avez mis un pied dans la porte au moment de l'événement. Il peut difficilement vous refuser puisque c'est lui-même qui a dit « Bah oui, recontacte-moi, machin ». Ça me fait penser à la stratégie de, comment il s'appelle, hein, celui qui qui essaie de monter un produit en deep tech, en logistique de livraison. En fait, il va pas mal sur William. William, que j'aime bien parce que la modélisation de ce parcours, machin, ça m'intéresse beaucoup. Donc, William, il est extrêmement tenace, hein, et il va sur les salons et il décroche des super rendez-vous. Même si au début c'était un peu timide. Moi, j'ai pas de stratégie salon, mais j'avoue que c'est bien, quoi. C'est quand même, un endroit où même si tu as pas forcément le bon contact sur la bonne, pour ta bonne demande, tu introduis quand même, déjà un pied dans l'entreprise avec la connaissance de: «Ben, j'ai rencontré telle personne»,
Donc les salons pro, c'est quand même une belle opportunité, je trouve. Merci, Oui, merci Sylvie. Peut-être Romain, je vois juste que c'est l'heure. Très bien. Eh bien, très belle journée à tous. merci. Romain, tu mettais peut-être quelque chose, tu voulais. Non, non, très, très bonne journée à tous. N'hésitez pas, à nous faire part de d'autres questions éventuellement en asynchrone ou en prenant un rendez-vous.